Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Mireille Bédard. Elle vient nous parler de son nouvel album et de ses activités en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, les 10 meilleures biographies inspirantes. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle nous parle de dysmorphophobie. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Bienvenue chez nous. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce. J'accueille maintenant mon invité, donc Mireille Bédard. Bonjour Mireille. Bonjour. Bienvenue encore une fois à l'émission. Merci. Toujours un plaisir de te recevoir. Et aujourd'hui, bien sûr, tu vas parler de différentes implications que tu continues toujours de faire au niveau de la santé mentale, concernant la santé mentale. Mais tu viens aussi de nous proposer ton nouvel album, un mini-album que tu as concocté, puis avec beaucoup de travail, je pense, puis beaucoup d'amour. J'aimerais ça que tu nous en parles d'abord. Quel est le titre de ce mini-album? Alors, il s'intitule « Rue du rendez-vous ». Pour faire une histoire courte, long short story, comme disent les Anglais. Moi, c'est que j'ai fait un long séjour à Paris il y a quelques années de ça. Long dans le sens plusieurs années? Plusieurs mois. Plusieurs mois, OK. Presque une année. OK, quand même. Et quand je suis revenue, moi, ça m'a beaucoup... Évidemment, tu sais, Paris, c'est inspirant, tout ça, puis ça m'a beaucoup imprégné à toutes sortes d'égards. Et quand je suis revenue, j'avais dit, j'aimerais ça écrire un album qui serait inspiré de mes pérégrinations à Paris, ce que j'ai vécu, les gens que j'ai rencontrés, les personnages, et ce que j'ai... Et, quand je suis revenue, faire un album complet, ça veut dire beaucoup de sous. Oui, oui. Surtout quand tu n'as pas une grande boîte de production derrière toi. Alors, j'ai quand même mis le projet sur la glace et il y a un peu plus d'un an, j'en parlais avec mon chéri et il disait, pourquoi tu ne fais pas un mini-album? De toute façon, en ce moment, on le sait, ça peut être un single, c'est un mini-album. Tous les formats sont permis et c'est vraiment très varié. Alors, je me suis dit, écoute, oui, on va faire, pourquoi pas, un mini-album, c'est une bonne idée. J'avais déjà écrit des textes, j'avais déjà une musique. Il me manquait juste une musique, je crois, sur les 3 textes que j'avais écrits. J'en avais écrit plus que 3, mais ces 3-là, c'était comme les premiers que je voulais vraiment. Oui, que tu as absolument disqué. Là, exactement. Ouais. Et puis, j'avais les bonnes personnes, les bons compositeurs, complices musicaux pour... moi, j'écrivais les textes, mais ça me prenait des musiques. Oui. Alors, voilà, ça m'arrive d'en composer, mais c'est plus rare. Alors là, j'ai vraiment trouvé mes bons complices et j'ai ajouté une chanson, une interprétation. Donc, c'est 3 compositions, 3 chansons originales et une interprétation inspirée de, c'est ça, chaque chanson a son climat, son histoire. Ce sont des histoires qui se déroulent à Paris. C'est des histoires inventées, inspirées soit de gens que j'ai véritablement rencontrés ou que des personnages fictifs. Exactement. As-tu toujours chanté? Je sais que tu as beaucoup de cordes à ton arc, là, oui. Comédienne aussi et tout, mais est-ce que tu as longtemps chanté? Ça fait longtemps que tu chantes? Oui, en fait, j'ai commencé, ça fait... Mon Dieu, ça fait presque 30 ans, là, oui. Oui, parce que j'ai commencé... Tu as commencé très jeune. J'ai commencé... Presque bébé. C'est ça. Oui, t'es gentil. C'est ça. Merci. Mais non, blague à part, j'ai commencé dans un groupe a cappella qui s'appelle plus parce qu'il n'existe plus, la bande magnétique. Ah, oui, je me souviens, oui, effectivement. Oui, alors on a fait des festivals, tout ça, mais moi, j'avais quitté avant qu'ils en disquent, donc j'ai pas eu la chance d'en disquer avec eux. Et par la suite, là, j'ai commencé à écrire mes propres chansons, j'ai développé mon matériel plus personnel avec mes textes, des musiques, avec différentes personnes. Et à un moment donné, quand je suis arrivée à un certain âge, j'ai dit, bon, là, faut que je fasse un album solo, je suis prête, je suis rendue là, puis j'avais les sous pour le faire. Ouais. Alors, c'est ça. J'ai commencé par un album avec, j'appelais ça les pierres blanches les petites pierres blanches comme le poussait de mon adolescence à aujourd'hui, les chansons qui étaient signifiantes pour moi. Alors, donc, beaucoup des reprises, autant en français que des standards anglais, en jazz, mais aussi, à travers ça, déjà des compositions originales, donc 2 ou 3 chansons. Et par la suite, quelques années après, j'ai fait un mini-album. Là, j'ai commencé à dire, bon, je fais juste mes chansons. Alors là, c'était 5 chansons originales. J'ai fait aussi un simple, Symphonie amoureuse avec Anthony Rosenkovitch. Et finalement, voici ce nouveau EP. Oui, c'est intéressant. Puis aussi, en fait, on en a profité évidemment pour parler de ton album, mais tu as aussi une vaste expérience au niveau de la santé mentale. J'aimerais ça que tu nous resitues un peu ce que tu fais, parce que peut-être ce qui t'a amené à t'intéresser, tu nous en avais déjà parlé. Je pense que tu as quand même eu
des problématiques en santé mentale. Tu n'as pas peur de le dire parce qu'il faut le dire à un moment donné pour faire avancer les choses. Mais est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de où tu es maintenant et qu'est-ce que... Oui, bien, j'ai pas peur de le dire, d'autant plus que j'ai publié un livre sur la dépression et le rétablissement en 2015 qui est encore très d'actualité, semble-t-il, me semble trop d'actualité parce que ça ne cesse d'augmenter, ça. Et qui s'intitule Vaincre la dépression, c'est ça? Oui, l'estime de soi au cœur du rétablissement. C'est ça, effectivement. Alors, ça parle de mon expérience, mais pas que, parce que je voulais on parle de comment expliquer. Je voulais expliquer avec des données probantes, des recherches. Qu'est-ce que c'est vraiment la dépression? Toutes les facettes, toutes les dimensions d'une dépression. Pour qu'une personne elle rentre comme dans un univers, puis qu'elle comprenne mieux comment la personne vit ça, une dépression, puis les gens autour. Alors, j'ai vraiment donné des outils à la fin aussi, des pistes. De solutions. Il n'y a pas une seule dépression. Là. Il y a toutes sortes de types selon on parle des fois de dépression majeure et d'autres. Là, exact. Moi, c'était une dépression majeure. Il y a des dépressions, la bipolarité. Il peut y avoir des dépressions postpartum, saisonnières. C'est ça, il y en a vraiment toutes sortes. Moi, c'était vraiment la dépression majeure. Mais moi, ce qui m'avait amené en santé mentale, justement, c'était au début des années 2000 que j'avais fait cette longue dépression. J'ai été hospitalisée pendant 1 an au Club Med Sainte Mary. Wow, 1 an quand même. Oui, il n'était pas dans les guides touristiques. Non, il n'était pas. Puis il n'y avait pas des géos nécessairement. Non, pas vraiment. Il ne s'appelait pas comme ça. En tout cas, la piscine, les cocktails, ça manquait. C'est ça. Puis donc, c'est après, ce long épisode-là, qu'à un moment donné, on m'a approché quelques années après que je sois sortie de l'hôpital pour être dans des comités d'amélioration de la qualité des soins. C'était le début de l'intégration, tu sais, des ex-patients ou des gens, des usagers dans des comités. C'était vraiment les débuts. Alors, pour venir donner ce qu'on dit l'input, là, un point de vue de l'usager. Là. Oui, mais c'était vraiment les débuts. Tu sais, il essayait, mais c'était comme pas tant encore. Il était en recherche, il était en exploration. Ouais. Et suite à ça, là, j'ai continué, moi, à m'impliquer, puis à commencer à faire des conférences aussi, puis à être dans des organismes communautaires pour part. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a un centre de recherche, d'études plutôt, sur la réadaptation, le rétablissement, l'insertion sociale, le CERIS, qui est lié au Centre de recherche à l'Institut universitaire Santé mentale de Montréal. Puis en 2015, il cherchait quelqu'un vraiment pour un emploi à temps partiel, mais c'était vraiment un emploi que moi, j'avais tout ce qu'il fallait parce qu'en fait, oui, j'avais des compétences en communication, etc., mais aussi, j'avais cette expérience et le savoir expérientiel était une des... pas des exigences, mais en tout cas, c'était un critère favorable. Un prérequis, oui. Ouais. Alors, ça m'a fait drôle d'être engagée professionnellement dans cet emploi-là à cause quasiment de ma dépression. Donc, à cause de mon savoir expérientiel. Donc, il n'arrive rien pour rien, quelque part. Non, voilà. Alors, ça a été très utile et ça l'est encore. Je suis encore avec eux, mais c'est surtout que là, tu le sais, maintenant, je suis plus impliquée avec ce qu'on a implanté, là, il y a pas longtemps, là, mais le Centre d'apprentissage santé et rétablissement, qui est inspiré du Recovery College. C'est ça. Qui vient d'Angleterre. Tu étais venu nous en parler avec Alexandre, je pense. Puis même Bernard avait donné son point de vue. Oui, parce que Bernard est formateur, Alexandre. C'est ça. Fait que là, tu sais, depuis, on a évolué. Puis là, on est rendu, on a 19 groupes de formation. Oui. On fait ça en virtuel, malheureusement, à cause... mais on va le faire virtuel et présentiel, oui. Surtout que on sera possible. Et donc, on a toutes sortes de thématiques. Ça peut être sur, justement, le travail. Alexandre, c'était ça. Moi, je fais dépression, stress, résilience. Il y a la schizophrénie, l'anxiété de performance. C'est une approche différente, tu sais, comme vous nous disiez, puis que Bernard nous a aussi dit. Tu sais, dans le fond, c'est pas un cours didactique là, où on écoute, c'est plus tu sais, des gens participent. C'est un apprentissage qu'on appelle transformateur parce que tout le monde participe avec ses savoirs et ses expériences. Ouais. Qu'on crée ensemble des nouveaux savoirs. Tu sais, on arrive, nous, on est 2 formateurs. Il y en a habituellement qui est un peu plus dans le savoir expérientiel, l'autre un peu plus clinique théorique. Ça peut être un mélange. Et avec les gens qui sont là, c'est la même chose, c'est une mixité d'apprenants. Parce que les gens viennent ça peut être des intervenants, mais ça peut être des personnes qui ont des problématiques, des membres de l'entourage, de n'importe qui, un citoyen. Alors, ce qui fait que tous ces points de vue-là, ces expériences, ces savoirs, ça enrichit le savoir, la thématique, et on ressort de là comme tout le monde a appris de tout le monde. Ouais, alors, c'est vraiment... on est tous sur le même pied d'égalité. On n'est pas deux spécialistes qui donnent une conférence. Les enseignants, les gens qui écoutent, donc c'est ça. Voilà. C'est intéressant, c'est un modèle peut-être qui va peut-être même faire des petits ailleurs, parce que, tu sais, dans le système de l'enseignement, ça pourrait, tu sais, arriver que... C'est vrai. Tu sais, dans certains cas, peut-être pas pour toutes les matières, mais... c'est vrai, c'est un modèle très novateur, puis moi, d'ailleurs, quand je fais, mettons, d'autres formations ailleurs, ça m'inspire toujours, tu sais, ça vient que ça déteint sur ta manière d'animer ou de
de donner une formation Ouais. parce que c'est une approche qui est plus, comment je dirais, c'est presque plus démocratique. là. Oui. Puis c'est ça, ça change le modèle, en fait, carrément. Là. Carrément. Je me demandais, Mireille, ça, tantôt, tu parlais quand même une des hospitalisations, peut-être t'en as eu d'autres, mais Oui. une d'1 an. Avec le recul, est-ce que tu trouves que ça a été trop long ou si tu avais besoin de ça? Tu sais, après coup, tu sais, sûrement sur place, tu devais te dire, mais je vais-tu passer ma vie ici, là, après 1 an? C'est beaucoup. Mais après, avec le recul de plusieurs années, comment tu vois ça, finalement? C'est une bonne question. Écoute, sincèrement, moi, je trouve que l'hôpital, c'est pas un milieu de vie. Alors, moi, j'étais là parce que j'avais une dépression qu'ils ne savaient pas à l'époque. C'était OK. une dépression réfractaire, résistante. Ça OK. veut dire qu'aucune médication ne faisait les effets escomptés. Alors, ils essayaient quelque chose, ça ne marchait pas. Une autre affaire, ça ne marchait pas. Et ça continuait. Et j'avais juste des effets secondaires. Fait que c'était l'enfer. Et tu te sentais pas bien, donc tu peux pas sortir de l'hôpital? Pas en du fait, tout, t'étais parce pas- que j'étais pas fonctionnelle. C'est ça. Alors, à un moment donné, ben c'est ça, les mois passent, puis qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, à un moment donné, j'avais l'impression que j'allais finir mes jours là ou à un autre endroit, tu sais. Je me Ouais. suis dit, c'est fini, tu sais. Ça devait être... C'était l'enfer ça devait être hallucinant. je viens de me marier en plus. Ah oui, c'est ça. Oui, on a commencé par le pire, nous autres. C'est ça, Pour vous le avez... meilleur, vous c'est dites après fait. ça, c'est facile, C'est ça fait. va bien après. C'est fait. Ouais. Et donc, moi, ce qui m'a sauvée, je l'ai déjà dit, j'en parle dans mon livre parce que c'est des derniers recours, mais ça peut être très efficace. Ça a été l'électroconvulsivothérapie, donc Ouais. les électrochocs. Puis qu'il y a une certaine mauvaise presse, mais dans ton cas, comme tu nous avais Non, puis je suis expliqué, pas la ça seule. avait bien été. Plusieurs gens que ça les aide. Et moi, c'est ce qui m'a sauvée. C'est Ouais. ce qui a fait que ma neurochimie, tout ça, ça s'est redéclenché, ça OK. s'est remis en fonction. Et c'est comme ça que j'ai pu sortir de cet état léthargique, presque une mort vivante. Puis on l'entend aujourd'hui, là, tu me sembles Oui. assez bien. Là, fait que Très bien. ça a fonctionné tant mieux pour toi, là, Oui, c'est ça, effectivement. Merci beaucoup, Mireille Bédard, pour ta présence, pour ce nouvel album aussi. On te souhaite le meilleur des chances pour un meilleur des succès pour la suite. Merci beaucoup. C'est Merci. très aimable. À bientôt. Merci, Yvan. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous présentes les 10 meilleures biographies inspirantes. Exactement, parce que tu sais que quand on est déprimé, on a besoin de choses pour nous motiver. Ça peut Ouais. être des films drôles, ça peut être des films d'aventure. Pourquoi des films d'aventure? Pour faire changer un peu les idées. Regarder du sport en autant, l'action. en autant que ton équipe gagne. Oui, tu sais. c'est ça aide aussi. Mais effectivement, les biographies, ça peut être très inspirant parce qu'il y a Oui. des personnages qui ont fait des belles choses, puis Oui. ça peut donner espoir, justement, nous encourager peut-être à passer à Exactement. l'action nous-mêmes. Oui, et j'ai trouvé cet article sur Internet. C'est Mid-Michigan boxerrescue.org. Et on nous dit dans cet article d'entrée de jeu, on nous dit « Lorsqu'une personne est à court de chance et a besoin de conseils, il n'y a pas de meilleur endroit où chercher que dans une biographie d'une personne qui a réussi. » Beaucoup de gens ont inculqué en eux-mêmes l'idée que les individus qui réussissent ne vivent pas de difficultés. Les biographies inspirantes, cependant, donnent un aperçu des luttes de la vie des riches et des réussites. Ils montrent comment ces individus ont résolu des conflits dans leur vie et comment ils sont devenus les meilleurs. Les biographies sont impressionnantes car elles donnent aux gens ordinaires la confiance nécessaire pour surmonter toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Voici une liste de 10 biographies qui inspireront à coup sûr les lecteurs à changer leur vie et le monde. Remarquez que c'est une grosse commande. Une grosse commande, mais il faut commencer par quelque chose si on veut y arriver. Exactement. Alors, en position 10, il y a la biographie Geronimo par Geronimo lui-même. Beaucoup d'histoires ont été racontées sur Geronimo, le grand chef de la tribu Apache. Certains sont des faits et d'autres de la fiction. Geronimo raconte son histoire pour remettre les pendules à l'heure. Dans cette autobiographie, il nous parle de la culture apache, de sa famille, de sa jeunesse et de son parcours pour devenir le guerrier légendaire que nous connaissons. Dans cette épopée, le lecteur est témoin d'un véritable dévouement et détermination. Voici quelques citations de Geronimo. Il avait dit « Enfant, ma mère m'a appris les légendes de notre peuple. Elle m'a appris le soleil et le ciel, la lune et les étoiles, les nuages et les tempêtes.
Elle m'a également appris à m'agenouiller et à prier Hussein, U-S-E-N, et non pas Saddam Hussein, évidemment, pour la force, la santé, la sagesse et la protection. Nous n'avons jamais prié contre qui que ce soit, mais si nous avions quelque chose contre un individu, nous nous vengions nous-mêmes. On nous a appris qu'Hussein ne se souciait pas des petites querelles des hommes. Une autre citation de Geronimo, il avait dit « Depuis que ma vie de prisonnier a commencé, j'ai entendu les enseignements de la religion de l'homme blanc. Et à bien des égards, je pense que c'est mieux que la religion de mes pères. » Et une troisième et dernière citation, il avait dit « Je n'étais pas un chef et je ne l'avais jamais été. Mais parce que j'avais été plus profondément lésé que les autres, cet honneur m'a été conféré et j'ai décidé de me montrer digne de cette confiance. » Oui, intéressant. Difficile d'être contre ça. Bien sûr. En 9e position, la biographie Esclave pendant 12 ans. En anglais, c'était 12 Years a Slave, je pense. Oui. Et c'est sur Solomon. Solomon vivait le rêve de tout homme, soit avoir une famille et gagner sa vie en faisant ce qu'il aimait. Un jour, cependant, Solomon a été vendu en esclavage. Tout au long de son malheur inimaginable, son amour pour sa famille et son espoir résilient l'ont maintenu en vie, alors que tant d'autres auraient abandonné. Il avait dit « Quelle différence y a-t-il dans la couleur de l'âme ?» En plus, Solomon Northup, son nom de famille, il avait dit « La vie est chère à tout être vivant. Le ver qui rampe sur le sol se battra pour elle. » Il avait dit aussi « Vraiment, il était difficile de déterminer lequel j'avais plus de raisons de craindre, les chiens, les alligators ou les hommes. » Salomon Northup. En 8e place, La poursuite du bonheur par Chris Gardner. Depuis qu'il se souvenait, Chris a dû faire face à des circonstances difficiles. Il était confronté à être un enfant sans père et a été victime d'abus de la part de son beau-père. Ne cédant jamais au désespoir ou ses situations environnantes, Chris a réalisé ce que seuls quelques-uns d'entre nous pensaient pouvoir faire. Quelques citations. En anglais, ça s'appelait The Pursuit of Happiness. Chris Gardner avait dit « L'avenir était incertain, absolument, et il y avait beaucoup d'obstacles, de rebondissements et de tours à venir. Mais tant que je continuais à avancer un pied devant l'autre, les voix de la peur et de la honte, les messages de ceux qui voulaient que je croie que je n'étais pas assez bon seraient apaisés. » On rappelle que c'est les 10 meilleures biographies inspirantes là, pour justement inspirer les gens, comme tu disais au début. Là, exactement, oui. Ouais. En 7e place, Steve Jobs, écrit par Walter Isaacson. Steve Jobs, l'un des personnages les plus aimés et les plus déroutants du monde, a accordé à Walter Isaacson tout accès à sa vie. Jobs nous ramène à son enfance et à la façon dont il a géré son adoption. Dans l'une des biographies les plus inspirantes, il nous montre comment ses lacunes l'ont façonné pour être la personne que nous aimons et l'un des génies les plus obstinés et innovants de tous les temps. Mais je dois m'arrêter ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard dans l'émission. Dans l'Espresso allongé, les 10 meilleures biographies inspirantes à Folie douce, demeurer des nôtres. À venir dans l'émission, notre chroniqueuse Catherine Stassin nous informe sur la dysmorphophobie. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec les 10 meilleures biographies inspirantes. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. Bien, je suis en compagnie de notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Alors aujourd'hui, tu nous amènes un autre excellent sujet. Quand les hommes n'aiment pas leur corps, c'est un peu tabou, je pense ça. On n'en parle pas tant que ça. Je pense que tu as raison, mais c'est bien que ce soit toi, un homme, qui me le dise. Ah oui? Parce que moi, j'aurais plus de difficultés à le dire comme tel. Parce qu'on remarque partout sur les réseaux sociaux, même à la télévision, dans les journaux, qu'il y a vraiment un effort, des femmes en tout cas, pour essayer d'échapper à l'idéal corporel. Oui. Et à la pression sociale. À la pression sociale qui veut que, de manière générale, évidemment, là je dis de manière très très générale,
les femmes soient minces et belles de préférence, avec un standard de beauté assez occidental, et puis que les hommes soient grands et forts, c'est-à-dire musclés, avec pour la femme une longue chevelure et pour l'homme des cheveux très fournis. On va dire ça de manière caricaturale. Ouais. Donc c'est vrai que, qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque que les femmes, en effet, prennent un petit peu leur distance, quelques stars s'affichent sans maquillage, avec des petits bourrelets, mais bon, ça nous fait un peu rire parce que c'est des mini bourrelets, mais bon, on les affiche. Et puis, mais que se passe-t-il chez les hommes? Oui, on n'en parle pas beaucoup parce que longtemps, les femmes se sont... on donnait l'exemple de la Barbie, là, qui a un corps qui se peut pas dans la vie de tous les jours. C'est impossible d'avoir un corps comme ça pour une femme normale, là, entre guillemets. N'est pas la majorité des femmes. Alors, pour les hommes, ben, c'est ça, on n'a pas... Il y a Ken. Il y a Ken, c'est ça. Ken qui était quand même, selon tes critères. C'est quand même les standards. Que tu as mentionné, peut-être pas tes critères. Relativement grand, bronzé, blanc. Un peu plus grand que Barbie. Cheveux fournis. C'est ça. Exactement. Le couple idéal, ça. C'est exactement. Et donc... en fait, les hommes n'ont pas encore, pour la majorité, ils n'affichent pas, ils ne s'approprient pas encore leur corps qui n'est pas idéal sur les réseaux sociaux. Ouais. Souvent, il y a moins de gêne. Hein. Les hommes peuvent se mettre en maillot avec le bedon, ils affichent ça pour leurs belles vacances sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Mais de manière générale, il n'y a pas ce mouvement de réappropriation du corps. D'accord, de dire, ben, ça suffit les idéaux, là, moi, je ne colle pas à ça et mon corps, il est bien quand même. Mm-hmm. D'accord? Et donc, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Oui, quand les hommes n'aiment pas leur corps, on parle, pour le terme exact, de dysmorphophobie. Mm-hmm. Donc, la peur de sa forme qui n'est pas telle, on l'aperçoit d'une certaine manière qui ne nous convient pas. Donc, les hommes qui souffrent de ce trouble, eh bien, il y en a 2% dans la population, selon une étude aux États-Unis. On peut imaginer que c'est relativement la même chose au Canada. Ouais. Mais donc, on parle de 2% des hommes, c'est quand même beaucoup. Évidemment, ils vont souffrir de manière plus ou moins importante de ce trouble. Ils ne sont pas tous dans des troubles très sévères, d'accord? Et quand est-ce qu'apparaissent, en fait, les premiers symptômes chez les hommes? Chez les femmes, quand il y a des troubles par rapport à l'image, c'est souvent à l'adolescence. Chez les hommes aussi, mais comme c'est beaucoup moins connu, en fait, ils vont être souvent diagnostiqués que beaucoup plus tard, à la jeune trentaine ou à la fin de la vingtaine. Et de quoi se plaignent-ils? Enfin, de quoi ont-ils une mauvaise image? Alors, quelqu'un peut se plaindre de son nez en disant « il est gros mon nez », et puis nous on le voit, on n'a jamais remarqué particulièrement que son nez était gros. Ben, c'est ça, la dysmorphophobie. Donc, en fait... Pour l'homme, ça va plus être axé sur le poids et la musculation. D'accord, je suis trop maigre, j'ai pas assez de muscles, ou je suis trop gros, j'ai pas assez de muscles. Et la calvitie. Certains hommes, alors que les femmes en général font rarement une fixation sur la calvitie des hommes, certains hommes peuvent faire vraiment une fixation sur leur calvitie qui n'est pas si importante, et ils vont aller chercher toutes sortes de moyens pour... l'implantation de cheveux, etc., pour retrouver une certaine chevelure. Et je dirais qu'il y a plus de chauves par choix aujourd'hui qui veulent justement, d'une certaine façon, cacher la calvitie parce que ça devient comme plus uniforme. On voit moins que la personne a une calvitie. Oui, c'est même presque tendance d'avoir le crâne rasé. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde connaît un ami ou quelqu'un dans la famille qui a fait ce choix-là pour ne pas voir la calvitie, ses cheveux tomber dans le fond quelque part. Mais c'est vraiment un choix. Bon, en même temps, il y a cette tendance, mais en même temps, tout le monde n'est pas capable de ça pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont tout à fait légitimes. Oui, mais ça date de longtemps. Je pense justement un peu l'importance des cheveux pour l'homme. Je pense que ça fait des décennies que... Mais pourquoi? Parce que c'est vraiment un signe de masculinité. Comme des longs cheveux ça peut être un signe de féminité, mais une chevelure bien fournie chez un homme, c'est un signe de masculinité. Les muscles, c'est un signe de masculinité. D'accord? Donc, on identifie là quelque chose où sont les deux points les plus importants qui posent des troubles, en tout cas qui sont révélateurs chez les hommes qui en souffrent, c'est ou par la musculation, le manque de musculation, ou alors la calvitie, mais ça peut être également les rides, le nez qui ne convient pas, etc., comme on peut retrouver chez la femme aussi. Ouais. D'accord?
évidemment, une implantation de nouveaux cheveux, Ça se fait. ça se fait, mais ça ne guérit pas le fait que les autres vont continuer à tomber, où on vous vend toutes sortes de produits et on n'a pas encore inventé la solution miracle qui faisait repousser les cheveux ou qui, en tout cas, arrêtait de faire tomber les cheveux, au moins. Or, il y a des tas de personnes, moi j'en connais en tout cas, qui achètent quand même ces produits en pensant, après le shampoing, au moins conserver les cheveux qu'ils ont. D'accord? Ça n'arrive pas toujours. Il y en a aussi qui se font greffer des cheveux. Greffer, ça coûte extrêmement cher. Aux endroits qui... Et puis, ça repousse un peu bizarrement. On peut remarquer tous, des fois à la télévision, on dit « Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelque chose d'étrange ou quoi? » Et dans le fond, on le remarque presque plus que s'il n'avait pas fait ça. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'il y a un trouble. C'est que la personne a vraiment ça, voit ce défaut chez elle-même et l'amplifie dans le fond, quelque part. Et aussi, elle prend ce défaut comme quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un rejet par l'autre. Ouais. C'est là qu'est la difficulté, c'est là que se développe le trouble. Quelqu'un qui n'a pas de problème avec le rejet de l'autre ou le fait qu'il soit très chauve ou très maigre et puis vit très bien avec ça, il n'aura jamais un problème. Il est bien dans sa peau. Voilà, il est bien, tout va bien, d'accord? Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer quand ça s'aggrave? OK? Bon, quelqu'un qui est maigre et qui va un peu se muscler, ça peut aller, il fait X séances et puis il est satisfait et la plupart du temps, ça ne va pas plus loin. Mais il y en a qui développent vraiment ce trouble et qui vont pousser la musculation beaucoup plus loin et surtout qui vont être accros à la salle de musculation et qui vont même aller jusqu'à utiliser des stéroïdes et d'autres substances illicites pour se développer les muscles du corps et se sentir mieux. Toujours, ils ne seront jamais assez musclés selon leurs critères. Oui. Et ça devient dangereux parce que, comme dans n'importe quoi, il faut avoir des temps de repos. Il faut laisser, c'est beau le corps, mais il y a quelque chose de non naturel à défaire, entre guillemets, le corps, là, parce que souvent, c'est un peu déformé parce que c'est pas la ligne normale d'un corps humain qui est en bonne santé. En effet. Et en plus, ces gens s'astreignent à un régime très sévère, souvent. Mais on ne va pas aborder ça aujourd'hui, mais c'est vrai que si on veut manger que des protéines pour développer les muscles, etc., le corps, il ne suit pas. Parce que dans le monde du bodybuilding et dans les concours donc de musculation, pour parler français, ce qui est apprécié, c'est de voir les veines et les muscles. Il n'y a pas de gras, il n'y a rien. Ouais. Et donc, ces gens poussent en effet à l'extrême. Tous les bodybuilders ne sont pas atteints de ce trouble, mais il y en a qui sont atteints et qui ne savent pas s'arrêter. Et si ça reste avec le gym, comme on a vu pendant la pandémie, ils ont une véritable crise. Oui, ça a été dramatique pour beaucoup parce que les gyms étaient fermés et tout. Donc, c'est ça. La plupart des gens ont couru dans la rue ou ont fait d'autres choses dans les parcs, en se musclant contre des troncs d'arbres, etc. Mais les gens qui étaient accros à la salle de gymnastique ont vraiment eu des difficultés psychologiques parce qu'ils ne pouvaient plus retrouver le lieu où ils arrivent à se muscler. Surtout qu'ils ont une panoplie d'appareils qui vont muscler certaines parties du corps. Donc, c'est plus ciblé, alors qu'à l'extérieur, comme tu disais, ça reste plus général. Donc, peut-être qu'ils ne retrouvaient pas ce qu'ils étaient habitués d'utiliser. Là. Oui, et puis les coachs ne sont plus là. Ces gens se font coacher pour développer telle partie du corps, une autre partie du corps. Ouais. C'est des gens qui se font beaucoup coacher, et pour la nourriture, et pour la musculation. Ouais. Donc, on voit ici, je te parle de quelque chose d'extrême. Quand la personne développe le trouble et qu'elle n'a donc plus une vue réaliste de son propre corps. Ce trouble psychologique va rarement jusqu'à la psychose. Il y a des gens qui développent des troubles psychotiques parallèlement, mais c'est un trouble en général où il n'y a pas de psychose qui accompagne. D'accord ? Alors maintenant, quelles peuvent être les solutions? Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, j'imagine que d'en parler déjà, c'est une chose, d'avoir un suivi psychologique ou d'avoir quelqu'un qui peut écouter, en tout cas. En parler, ça veut dire que la personne prend déjà conscience qu'elle a un problème, qu'un ami proche ou quelqu'un de la famille lui dit « Si, pour moi, tu es suffisamment musclé, pour moi, je t'aime et je te trouve très bien sans tes cheveux, ça fait partie du processus de la vie. » Et lui dire, même si tu n'étais pas si musclé, tu serais la même personne. Exactement. C'est beau l'enveloppe, mais c'est pas que ça, l'être humain. Là. Voilà. Mais ces personnes ne sont plus capables de faire cette nuance. Donc, c'est vrai que
pour s'en rendre compte, il faut vraiment qu'il y ait un déclic ou que quelqu'un leur parle, s'inquiète pour eux aussi. Ou que ces mêmes personnes-là ressentent des problématiques de santé parce que justement, trop poussé à l'excès, l'entraînement, ça peut créer des problèmes. Hein? Oui, qu'elles atterrissent aux urgences ou Par chez exemple. leur médecin de famille. Ouais. Ou des blessures. Qui osent peut-être aborder le sujet ou qui décèlent le trouble. Ouais. Évidemment, il y a une possibilité de médication. Mais ça, ce sont aussi dans les cas extrêmes qu'il y a médication. Voilà. Donc, ici, on peut parler d'un cas qui est assez connu. Tout le monde a connu normalement Monsieur Muscle, qui malheureusement est mort à 46 ans. Après sa mort, la famille et les amis ont plus parlé. Et donc, ce monsieur qui s'appelait Richard Piana, ou qui était plus connu sous le nom de Rich Piana, est décédé à 46 ans d'un problème cardiaque. Il était supposément en forme, c'était un bodybuilder de renom, il a gagné énormément de prix, mais en fait, la famille a révélé qu'il souffrait et qu'il ne savait pas s'arrêter et qu'il n'a pas pu s'arrêter et donc sauver sa propre vie. Ouais. Et il a poussé la chose au point d'en décéder. Voilà. Et dans le monde du bodybuilding, malheureusement, il y a d'autres cas, dont un jeune Américain champion consacré de 26 ans qui a subi le même sort. Donc, il faut être attentif. Si on sent qu'on pourrait être concerné, eh bien, à ce moment-là, l'idéal, c'est évidemment d'aller voir sur le site de l'Ordre des psychologues et d'aller chercher avec le mot dysmorphophobie, d'aller chercher un psychologue qui est spécialisé, où on peut mettre aussi peut-être troubles alimentaires, si vous sentez que c'est vraiment ça, et que ce n'est pas la dysmorphophobie, bon, quelque chose qui est apparenté, où vous téléphonez au numéro général de l'Ordre des psychologues, qui est un 1-800-561-1223, 1-800-561-1223. Il y a aussi un guide manuel de références que j'ai mis en ligne avec d'autres références. Oui, on va mettre ça sur notre site, donc antenne.qc.ca, dans Mentionner à Folie Douce. Merci beaucoup, Catherine, pour cette chronique sur la dysmorphophobie. À la prochaine. Yvan. Au revoir. Au revoir. Nous sommes Folie Douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre. Nous poursuivons avec l'espresso allongé et le sujet amené plus tôt, les 10 meilleures biographies inspirantes. Tu as déjà débuté avec certaines d'entre elles, Pierre. Mm-hmm. Oui, j'ai pris ça sur le site internet Michigan Boxer Rescue.org. Un drôle de nom pour un titre quand même, de ce genre. Mais... ouais. Et ça peut toujours être inspirant, les biographies, certaines biographies. Ouais. Je dirais pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui ont la déprime en passant. Non, pour tout le monde. Oui. Alors, je continue ma liste. J'étais rendu au numéro 6. Il y a la biographie Young Mandela par David James Smith. Nelson Mandela est vénéré partout dans le monde. Il est un symbole de liberté, de gentillesse et d'autorité morale. Cependant, Mandela n'a pas toujours démontré ses qualités. Dans cette biographie, vous trouverez les sacrifices et les mauvaises décisions que Mandela a dû prendre pour devenir un symbole mondial. En 5e place, Mohandas K. Gandhi, autobiographie. Ou, si vous voulez, l'histoire, en bon français, l'histoire de mes expériences avec la vérité. Mohandas Mahatma Gandhi emmène le lecteur dans un voyage dans ses expériences avec la vérité, la protestation non violente et son combat pour la liberté de l'Inde. Gandhi nous montre comment une profonde compréhension de la spiritualité et de l'amour peut surmonter tout. Une citation en passant, il avait dit « N'oubliez pas que tout au long de l'histoire, il y a eu des tyrans et des assassins, et pendant un certain temps, ils semblent invincibles. Mais au final, ils tombent toujours. » Et autre citation de cette biographie, il avait dit « Quelle barrière y a-t-il que l'amour ne peut briser? » D'accord. Ça, l'amour, c'est fort. C'est ça, il n'y a aucune barrière que l'amour ne peut pas briser. L'amour est très fort. Hein, semble-t-il. Tout à fait d'accord. Oui, en 4e place, l'autobiographie d'un yogi par Paramahansa Yogananda.
C'est bon pour la prononciation, ça, l'exercice aujourd'hui, Ça mon me fait cher Pierre. apprendre la langue hindoue. Alors, ceci est un classique inspirant et divertissant qui a été sélectionné comme l'un des meilleurs livres spirituels du 20e siècle. Yogananda initie le lecteur à la science ancienne du yoga et à son parcours pour devenir un yogi. Ce classique était un favori de Steve Jobs, dont on a parlé plus tôt, et de George Harrison et de Elvis Presley et de bien d'autres. Quelques citations de Paramahansa Yogananda. Il avait dit « Vivez tranquillement dans l'instant et voyez la beauté de tous devant vous. L'avenir se prendra en charge. » Une autre de ses citations, il avait dit « Vous êtes venus sur Terre pour divertir et pour vous divertir. » Et il avait dit aussi « Le pouvoir des désirs insatisfaits est la racine de tout esclavage de l'homme. » J'aime bien le pour divertir, pour se faire divertir, parce que ça ramène un peu à quelque chose de simple. Dans le fond, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Puis effectivement, peu importe ce qu'on fait, non, c'est intéressant. Oui. En troisième place, l'autobiographie de Martin Luther King Jr. par Claiborne Carson. À travers des interviews, des écrits et des enregistrements inédits, Claiborne Carson rassemble une biographie de Martin Luther King Jr. qui s'étend de son enfance jusqu'à sa mort. Nous avons un aperçu direct des inspirations, des difficultés et de la passion du Dr. King. Quelques citations de cette biographie, il avait dit « Un homme qui ne mourra pas pour quelque chose n'est pas apte à vivre. » Ouais. Ça nous prend une cause à tous. Oui, à défendre et à ouais, effectivement. Il avait dit aussi « Je suis devenu convaincu que la non-coopération avec le mal est autant une obligation morale que la coopération avec le bien. » Bien dit. Oui. Et en deuxième place, l'ascension d'un esclave émancipé de Booker T. Washington. En anglais, c'était « Up from Slavery ». Tu vois, il y a beaucoup de biographies d'anciens esclaves, hein? Des gens qui ont dû souffrir, garder leur souffrance à l'intérieur, puis et s'en sortir et devenir inspirant. Hein? Oui. Alors, Booker T. Washington nous amène dans son cheminement de sa naissance à l'esclavage à l'un des porte-paroles afro-américains les plus importants et les plus influents de tous les temps. L'une des biographies les plus inspirantes à ne pas manquer. Il avait dit « J'ai appris que le succès ne se mesure pas tant à la position que l'on a atteinte dans la vie qu'aux obstacles qu'il a surmontés en essayant de réussir. » Il avait dit aussi dans cette biographie « Ceux qui sont les plus heureux sont ceux qui font le plus pour les autres. » Ça, c'est vrai. Ben oui, le don de soi rend heureux. C'est pas un cliché, c'est vrai. Il y a beaucoup de grands personnages qui ont dit la même chose. Et finalement, en première place, on aurait dû avoir un roulement de tambour, mais j'ai oublié d'en amener. Mais on n'a pas d'effet cette fois-ci. Alors, c'est l'autobiographie de Malcolm X par Malcolm X et Alex Haley. Ce livre est à l'un des 10 ouvrages les plus importants du Time Magazine, selon le Time Magazine, du 20e siècle. Malcolm est passé d'une enfance de pauvreté et de petite criminalité à devenir l'un des grands orateurs et débatteurs des États-Unis pour l'égalité sociale et culturelle. Le New York Times avait dit extraordinaire, un livre brillant, douloureux et important. Et en terminant, quelques citations de cette biographie. Alex Haley avait dit « La principale chose dont vous devez vous souvenir est que tout dans le monde est une bousculade. » En fait, c'est une citation de Malcolm X rapportée par M. Haley. D'accord, bien merci. C'est un beau sujet. Les 10 meilleures biographies inspirantes. Merci Pierre pour ça. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Merci beaucoup Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue mon cher. Et merci également pour tes blocs espresso et allongés. Tu nous as présenté les 10 meilleures biographies inspirantes. On a pris des notes. Alors c'est à suivre. Oh, oui, ça semble intéressant comme lecture. Notre invité en début d'émission, Mireille Bédard, nous a présenté son nouveau mini-album et nous a parlé de ses activités en santé mentale. Alors merci Mireille d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice Catherine Stassin
nous a présenté son sujet, la dysmorphophobie. Alors, c'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.